Bienvenue dans Station Europe, un troisième numéro qui tournera autour de la guerre en Ukraine. On s'intéressera au grand élan de générosité à l'égard des réfugiés ukrainiens. 4 millions en Europe, 200 000 sont attendus en Belgique, 20 000 à Bruxelles. On en parle avec Cécile van der Stappen, une spécialiste des questions migratoires, et avec Marc Tarabella, député européen. Voici Station Europe. On se retrouve sur le plateau du Parlement européen à Bruxelles et pour commencer, je vous présente Cécile van der Stappen. Merci d'être avec nous. Vous travaillez au CNCD 11-11-11. Pour faire simple, c'est le forum des ONG de développement en Belgique qui organise notamment la fameuse opération 11-11-11 et vous travaillez sur les questions migratoires. Alors, vous avez souvent critiqué l'Europe forteresse. Est-ce qu'ici, vous saluez cette Europe qui s'ouvre aux réfugiés, que ce soit en Pologne ou en Belgique? Bien sûr. C'est une demande en fait ancienne de la société civile d'activer cette protection temporaire, cette directive. Depuis des années, en fait, on le demande et enfin, cette directive a été mise en application après 10 ans. Elle date de 2001. Donc c'est une directive dont les réfugiés ukrainiens vont pouvoir profiter. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir s'installer dans n'importe quel pays de l'Union européenne, bénéficier d'aides sociales, mettre leurs enfants à l'école. Tout ça, ça leur est acquis automatiquement en quelque sorte. Donc c'est ça, ça facilite l'entrée d'abord. Et puis, ça facilite en effet l'accueil de ces personnes dans les différents pays européens. Et ils ont en fait accès à tout un ensemble de droits comme le citoyen belge, en tout cas qui aurait un permis de séjour. Seulement, même si on salue vraiment ça de façon tout à fait positive, c'est quand même un statut précaire parce que c'est un statut temporaire. La directive le dit bien. Et donc là, en tout cas, ils ont des facilités pour 1 an. Et puis, dans 1 an, le Conseil européen va renouveler, va réétudier le dossier, la situation du pays, les enjeux internationaux et va pouvoir renouveler cette protection temporaire ou la stopper. Donc c'est quand même un statut positif, un statut que beaucoup de gens envient, mais il reste précaire. Mais d'autres réfugiés n'ont pas pu bénéficier de ce statut. Je pense notamment aux Syriens lors de la crise migratoire de 2015. Est-ce que là, vous dénoncez un 2 poids 2 mesures ? Oui, en fait, on s'interroge. Vraiment, on s'interroge sur les conditions justement d'octroi de cette protection temporaire. En 2015, quand il y a eu un afflux, donc une arrivée quand même assez massive, on parlait d'1 million de personnes originaires de Syrie, dû au conflit qui avait lieu en Syrie. Cette protection n'a pas été activée, alors qu'on avait bien 1 million de personnes qui se présentaient devant les frontières européennes et les conditions étaient quasi semblables. Même chose quand il y a eu tout récemment, en 2021, un afflux de personnes venant d'Afghanistan, dû au retour au pouvoir des talibans. Elle n'a de nouveau pas été activée. Et donc, c'est de ce fait-là qu'on se demande pourquoi cette fois-ci et pas les fois précédentes. Ce qui a changé également, c'est qu'aujourd'hui, on invite les populations, les citoyens à accueillir les réfugiés ukrainiens, alors qu'il y a quelques années encore, certains hébergeurs qui avaient accueilli des migrants ont été poursuivis en justice. Tout à fait. Donc là aussi, c'est un peu un 2 poids 2 mesures, une solidarité à 2 vitesses. Les hébergeurs et les hébergeuses étaient actifs en 2015. C'est grâce à eux d'ailleurs que cette plateforme citoyenne s'est mise en place, faute en tout cas ou par absence du fédéral et parfois des pouvoirs locaux d'accueillir ces personnes. Et là maintenant, on se trouve dans une situation qui est complètement différente. On voit le fédéral qui sollicite les citoyens et citoyennes pour accueillir les Ukrainiens, alors qu'avant, ils ont été même ils ont été raillés, mais ils ont été même criminalisés, parce qu'on a quand même eu des personnes en Belgique qui ont dû subir un procès. Heureusement, en finalité, ils ont été, entre guillemets, innocentés, mais le lien a été fait. Il y avait 4 hébergeurs poursuivis à Bruxelles parce qu'on les accusait en quelque sorte... De trafic de personnes migrantes, de faciliter la migration irrégulière. Là, le discours est tout à fait différent. Et ça nous pose question. Pourquoi de nouveau maintenant? Alors on se dit que
heureusement, c'est qu'on avait raison d'héberger, on avait raison d'être solidaires, on est enfin écoutés, mais on voudrait aussi que cet accueil ne repose pas sur les seules épaules des citoyens et des citoyennes et qu'il y ait vraiment des mécanismes structurels en amont et qu'on ne réagisse pas toujours dans l'urgence et notamment en comptant sur la seule solidarité des citoyens et des citoyennes. Alors, on va accueillir maintenant Marc Tarabella, qui est député européen dans le groupe socialiste. Marc Tarabella, merci de nous rejoindre. Je vous présente Cécile van der Stappen. Bonjour. Vous êtes député européen, mais vous êtes également bourgmestre de la commune d'Antibes, en province de Liège. Est-ce que vous allez accueillir des réfugiés ukrainiens? Vous êtes prêt déjà? C'est déjà le cas, grâce à des citoyens qui se sont déclarés comme étant ménages voulant recevoir et accueillir des candidats à l'exode, donc des réfugiés ukrainiens. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a 8 familles qui se sont déclarées volontaires. La commune a aussi une initiative locale d'accueil. Et en fait, on n'en a que 3 à ce stade-ci, au moment où je vous parle. 3. Une grand-mère, la maman et la fille, qui sont accueillis par une famille dans un de nos villages. Ce qui m'étonne, c'est que des communes comparables à la mienne, je prends l'exemple de la commune de Ferrières, il y en a 57. Et c'est aussi un peu plus de 4000 habitants, Ferrières, presque 5000, comme Antibes, même statut de commune. Là, il y en a 20 qui sont logés dans une école qui s'appelle Saint-Roch-Ferrières, qui a des dortoirs à profusion puisqu'il n'y a plus d'internes. Et puis, il y en a 37 qui sont logés. Et pourquoi on n'en a que 3 alors qu'il y a 8 familles désireuses? Et donc, il y a quand même quelque chose d'assez étonnant. La répartition ne se fait pas de manière, je dirais, optimale à ce stade-ci. Est-ce que cet élan de générosité de la part des citoyens, ça vous étonne? Non, ça ne m'étonne pas, mais j'ai apprécié le propos de Mme van der Stappen que j'ai entendu juste avant d'arriver, parce que, effectivement, il y a une certaine dichotomie, une différence entre les situations identiques que des gens ont connues, les Syriens, les Afghans, et une résistance à les accueillir en disant, je me souviens du secrétaire d'État à l'époque aux migrations, de dire on ne va pas créer d'appel d'air, mais c'est des gens qui fouillaient la guerre et la violence. Ouais. Et aujourd'hui, sans doute que ça nous émeut plus, parce que c'est voisin de l'Europe. Ils fouillent dans un pays limitrophe qui est la Pologne, qu'on n'était plus habitué à avoir la guerre à nos frontières. Il y a eu la Yougoslavie qui a été dramatique aussi, l'ex-Yougoslavie dans les années 90. Et là, il y a un élan de générosité, ça veut dire qu'il y a ce fond de générosité. Maintenant, voilà, c'est vrai que le statut est temporaire. Mais est-ce que ce n'est pas un mauvais débat? Est-ce qu'il ne faut pas saluer effectivement cet élan de générosité à la fois de la part des citoyens, mais aussi des politiques au niveau belge, au niveau européen, et puis se dire, bon, plus tard, effectivement, quand il y aura une nouvelle crise migratoire, que ce ne seront pas des Ukrainiens, il faudra aussi ouvrir les portes de l'Union européenne. Je pense qu'un pays comme l'Allemagne a fait l'effort égal pour les Syriens. Ils ont intégré 1 million de Syriens. Donc l'Allemagne avait joué son rôle, la Suède aussi, la Belgique l'a joué à une moindre mesure, la France l'a moins joué. On laisse aussi l'Italie et la Grèce avec les migrants qui viennent du Sud, grâce à notre processus interne européen, le processus de Dublin, ou la procédure de Dublin, on laisse ces pays un peu seuls, sans solidarité européenne, de répartition sur le territoire. Avec la crise ukrainienne, suite à la guerre en Ukraine, on est plus solidaire qu'avant. En tout cas, certains pays qui ne jouaient pas du tout le jeu le jouent aujourd'hui. Oui, il faudra en retenir les leçons pour l'avenir quand il y aura, parce que quelqu'un qui fuit la guerre égale quelqu'un qui fuit la guerre, quelle que soit son origine, sa religion, son pays. Marc Tarabella faisait allusion à la proximité géographique, c'est aussi ce que met en avant Sami Mehdi, le secrétaire d'État à l'asile et la migration, qui dit, les Ukrainiens, ils sont voisins de l'Europe, ils ne peuvent fuir qu'en Europe. Vous comprenez cet argument ? C'est vrai que les arguments qui sont avancés, pour nous, ne tiennent pas vraiment la route. Ils ont leur poids, on peut les prendre pour la mesure de ce qu'ils sont, mais ils ont leurs limites. La proximité culturelle, entre un Italien et un Ukrainien, je ne sais pas, on parle beaucoup du physique en fait de ces personnes, blonds aux yeux clairs. Je pense qu'un Espagnol se sentira plus proche d'un Marocain que d'un Ukrainien. Alors au niveau de la culture, c'est quand même pas la même langue, le même alphabet. C'était Fatou Diom qui nous disait, mais est-ce qu'un Malien, un chrétien notamment, ne se sent pas plus proche d'un Français? Ils partagent une langue, en tout cas commune, hélas, de par l'héritage de la colonisation, mais quand même, ils ont une langue véhiculaire dans laquelle ils peuvent facilement communiquer.
La proximité culturelle, elle a ses limites. Bruxelles, c'est quand même aussi une capitale où il y a, je sais pas, plus de 160 nationalités. Je ne suis pas sûre que tous les Bruxellois s'identifient nécessairement au profil physique et culturel des Ukrainiens. Mais c'est vrai que l'identification, c'est la base de l'empathie. Ce que je vois dans l'autre me permet de me dire, mais si moi, ça m'arrivait, comment est-ce que je réagirais? Mais je pense que c'était aussi le neuropsychiatre Boris Cyrulnik qui disait, là aussi, il y a 2 poids 2 mesures, parce que pourquoi est-ce que les enfants ukrainiens qui sont récemment scolarisés, qui vont dans nos écoles, dès qu'ils sont arrivés, ils ont eu droit à la scolarisation, arrivent encore à sourire? On lui posait la question, malgré l'exil, malgré ce qu'ils ont vécu, et il disait, mais parce que leurs parents sont bien accueillis, se sentent en sécurité, se sentent accueillis dans la dignité, et l'enfant, c'est une éponge émotionnelle jusqu'à 4 ans. Si ses parents, entre guillemets, sont plus ou moins bien, il le sera aussi. Et quand on voit ce qui se passe à la frontière biélorusse, où on a des familles qui, pour le moment, sont dans les forêts, n'ont pas accès à l'eau, n'ont pas accès à la nourriture, les enfants, évidemment, ressentent que leurs parents sont vraiment humiliés, vraiment traités comme des animaux. On imagine l'impact psychologique qu'il peut avoir après sur ces enfants. Donc ça, c'est très important. L'empathie, elle est toute relative de l'accueil qu'on donne en fait aussi à ces personnes, quoi. Marc Tarabella, les Ukrainiens qui arrivent chez vous, ils vont pouvoir effectivement placer leurs enfants à l'école, ils vont pouvoir bénéficier d'aides sociales. C'est qui va payer? C'est la commune? D'abord, la première chose à faire, c'est de les faire inscrire de manière centralisée sur le palais 8 du Heysel. Passer par là est un lieu obligatoire. C'est vrai que dans les procédures, il y a différentes procédures. Il y a aussi des familles font venir directement des membres de leur famille venant d'Ukraine. Mais il faut centraliser tout le monde là-bas, qu'ils soient répertoriés. Alors après, ils sont répartis sur le territoire de manière plus ou moins aléatoire, ou alors parfois via les familles. Et puis à partir de ce moment-là, c'est le CPS de la commune qui devient l'interlocuteur, qui leur permet d'avoir effectivement une aide. La commune fait peut-être l'avance, mais elle est remboursée en tout cas par le fédéral, voire à plus que les 100%. J'ai entendu parler du chiffre de 130%. Mais évidemment, il y aura des frais aussi. Les hébergeurs, on s'inscrit dans la durée, on ne sait pas pour combien de temps. Mais les gens qui hébergent des personnes, ils sont volontaires, mais ils ont aussi des frais. Il y a aussi des frais ou de chauffage ou d'électricité, que sais-je. Et donc, il faut pouvoir les défrayer via sans doute la location qui est donnée aux personnes, dont une partie va peut-être servir à justement défrayer leurs hébergeurs. Est-ce que les candidats hébergeurs savent vraiment à quoi ils vont être confrontés? Est-ce que certains devraient être dissuadés de prendre des réfugiés ukrainiens sous leur toit? Parce que ça va quand même pas être facile. Il ne faut pas les accueillir pour 3 jours. Exact. Donc, pas dissuader, mais leur donner la vraie information. On s'inscrit dans une durée indéterminée, 2 semaines, 2 mois, 2 ans, on ne sait pas. Et donc, ça va créer des problèmes, peut-être de tension à certains moments. Les gens veulent partir en vacances, est-ce qu'ils pourront? Est-ce qu'ils vont laisser la clé ou pas? C'est des problèmes très pratiques qui se passent. Parfois, les cohabitations ne se passent pas bien. J'ai déjà des échos de communes voisines qui ont plus de réfugiés. Mais première semaine, ça va, c'est très bien. Puis après, il peut y avoir des tensions, des frictions, la promiscuité dans le même logement. Bref, ce n'est pas que des facilités. Ça part d'un élan de générosité qu'il faut saluer, mais je crois qu'il faut rendre conscient les hébergeurs potentiels dès le départ qu'on s'inscrit dans un processus dont on ne maîtrise pas, notamment la durée. Et alors, ce sont majoritairement des femmes et des enfants. On voit bien que l'Union européenne est très inquiète. Elle a peur que certains Ukrainiens, certaines Ukrainiennes soient récupérés par certains réseaux. Il y a une inquiétude aussi à l'égard de certains candidats hébergeurs qui pourraient être mal intentionnés. C'est vous, les communes, qui allez devoir contrôler, faire un screening en quelque sorte de ces candidats hébergeurs? Le screening existe déjà au départ. Vous savez, quand quelqu'un est candidat, j'ai une anecdote que j'ai entendue dans une ville voisine près de chez moi. Quelqu'un est candidat, il a 50 ans, il voudrait bien héberger une Ukrainienne de maximum 35 ans, si possible blonde, sans enfant. Ben là, on se pose des questions. Ça existe aussi. C'est peut-être marginal et anecdotique, mais on doit faire attention. Screening. Et puis après, il faut voir que le processus évolutif, vérifier le logement, dans quelles conditions ils sont hébergés, et sans doute aller vérifier avec des personnes capables de faire l'interprétation, est-ce que ça continue à bien aller, est-ce que le processus s'inscrivant dans la continuité continue à être harmonieux, parce qu'il peut y avoir des tensions. Alors soit c'est l'hébergeur qui vient vers nous, soit on doit recueillir aussi des témoignages de gens hébergés, voir s'ils sont vraiment bien, si ça continue à bien se passer.
Et je pense que là, c'est le travail, notamment des centres publics d'action sociale. Cécile van der Stappen, est-ce que la question d'hébergement ne va pas être un problème dans une ville comme Bruxelles? On peut compter bien sûr sur la bonne volonté de citoyens, mais ça ne suffira peut-être pas pour trouver des hébergements, des logements. Peut-être revenir sur un point, on parlait des dangers que peut en fait générer l'hébergement citoyen. Accueillir des demandeurs d'asile, des personnes qui ont vécu des conflits, ça demande du professionnalisme, ce n'est pas n'importe quoi. Il y a vraiment tout un aspect psychosocial à prendre en charge. Et c'est vrai que des associations comme le CIRE, Vluchtelingenwerk aussi du côté néerlandophone, sont parfois inquiets de ce manque d'encadrement parce que ça demande vraiment un professionnalisme. On n'accueille pas comme ça des personnes en souffrance. Ça demande vraiment un suivi quotidien et certaines associations ont un peu peur de cet amateurisme, tout en soulignant évidemment les bienfaits de la solidarité citoyenne. Et peut-être encore un point, si je puis me permettre, c'est que par rapport à 2015, c'est vrai que là, en fait, les personnes qui arrivent sont des femmes et des enfants. 90% de femmes, la moitié, je pense, sont des enfants. Ça pose question aussi, est-ce que l'élan de générosité et cet accueil est lié en fait au genre des personnes qui arrivent sur nos territoires? On peut se permettre en tout cas de se poser la question parce qu'il y a toujours des préjugés derrière les profils des personnes en migration. Vous voulez dire que les hommes syriens ou afghans font davantage peur que les femmes ukrainiennes? C'est vraiment présent dans les politiques européennes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une raison pour ne pas les accueillir. Bien sûr, mais d'autre part, du coup, l'accueil se fait beaucoup plus facilement. En tout cas, l'ouverture se fait de façon plus spontanée parce qu'on se dit, et c'est un préjugé, je tiens à le préciser, que les femmes voilà, sont plus discrètes, vont plus facilement s'intégrer, seront peut-être moins revendicatives. Et ça, c'est un préjugé parce que les femmes ont toujours migré depuis la nuit des temps. Mais elles venaient souvent dans le cadre du regroupement familial. Elles n'étaient pas comptabilisées en fait dans les datas, etc. Et donc il y a un peu un non-pensé, un non-dit sur la migration des femmes. Et c'est issu en fait des préjugés, notamment par rapport au genre qu'on peut développer dans sa propre personnalité. Et sur la question du logement à Bruxelles, on va parvenir à les héberger? C'est ça qui nous pose question. C'est que systématiquement, l'argument en tout cas du secrétaire d'État à l'asile et la migration, on ne s'était pas lu en 2015, mais en tout cas celui qui nous avance encore maintenant, c'est qu'il y a un manque de place, on ne peut pas accueillir tout le monde. Il y a une crise d'accueil pour le moment au niveau de la Belgique, il n'y a pas assez de place. Et puis on se rend compte qu'en fait, quand on veut, on peut. Et donc tout est en fait issu de décisions politiques. Quand il y a une volonté politique derrière, il y a moyen de trouver des places. Mais on insiste pour le fait que ce ne soit pas les citoyens et les citoyennes qui soient majoritairement dans ces places d'accueil, mais que le fédéral, en coordination évidemment avec les autorités locales, trouve des places, et il y en a en effet. Alors, les étrangers qui étaient en Ukraine et qui arrivent en Europe ne bénéficient pas des mêmes droits que les Ukrainiens. Ça vaut en particulier pour les étudiants africains, les étudiants congolais. Écoutez ce qu'en dit à ce propos Georgine Dibua Atapol. Elle préside une petite association congolaise à Bruxelles et elle évoque ces difficultés que les étudiants congolais ont rencontrées déjà pour quitter l'Ukraine. Écoutez. C'est vraiment compliqué pour les étudiants congolais, mais pas seulement congolais, tous les étudiants africains ou du reste du monde qui étaient en Ukraine sont vraiment confrontés à ce problème-là, et spécifiquement les étudiants africains. Parce qu'il n'a pas été facile déjà pour eux de quitter l'Ukraine, de pouvoir s'embarquer et arriver à la frontière polonaise essentiellement. Il y a eu toutes ces discriminations, on les séparait. Ils ont quitté dans des conditions aussi atroces parce que beaucoup ont dû marcher. Nous avons des témoignages d'étudiants qui ont marché pendant 80 km parce que les véhicules les faisaient descendre carrément. Et pour atteindre la frontière, ça n'a pas été facile. Les séparations. Et dans la fuite, espérant arriver en Europe occidentale et être accueillis comme tout le monde, de nouveau, le grand choc, cette discrimination qui a été... à laquelle ils ont été confrontés. Est-ce qu'on peut vraiment parler de discrimination? Parce que le secrétaire d'État, Sami Mehdi, par exemple, déclare que ces étudiants, ils peuvent retourner dans leur pays, que ce soit le Congo ou ailleurs. Au départ, déjà, c'est une discrimination. Sami Mehdi le dit, mais nous avons aussi des exemples. Un pays comme l'Espagne a ouvert à toute la communauté qui fuit l'Ukraine
Donc, si un des pays comme l'Espagne le fait, pourquoi la Belgique reste bloquée sur cette position qui dit, il n'y a pas que Sami Mehdi, il y a la ministre de l'Enseignement, puisqu'on a aussi essayé d'atteindre l'enseignement, puisque tous ces étudiants ne demandent qu'une chose, pouvoir étudier. Alors sur le plan administratif, quel est leur statut aujourd'hui? Ils sont dans une espèce de no man's land? Oui, oui, oui. Hormis ceux qui... Parce que les premiers, en arrivant, ne savaient pas ce qui leur arrivait. Donc, ils arrivent avec des Ukrainiens vers Waterloo, on les envoie sur Bruxelles, Jules Bordet, on refuse de les recevoir, aller au Petit Château. Pour eux, dans un premier temps, ils sont dans la fuite, donc dans la course, ils suivent seulement les instructions qu'on leur donne. Et puis on leur dit, mais non, ils ont quand même... les premiers qui arrivent au Petit Château, lorsqu'ils entrent, ils se rendent compte de ce que c'est que le Petit Château. Ce n'est pas un séjour, c'est une demande, c'est le circuit de demande d'asile. Et là, en ce moment-là, il commence à y avoir des réticences pour certains. Donc oui, ils sont dans une sorte de no man's land. Il y a des gens qui ont accepté d'héberger, au même titre que ceux qui hébergent les Ukrainiens. Mais voilà, donc les gens sont dans un inconfort, traumatisés aussi par tout ce qu'ils ont vécu. Ils sont dans des situations où parfois ils ont difficile aussi à exprimer. Mais la seule chose qu'ils demandent à tous les gouvernements européens, c'est que, essentiellement les étudiants, je parle moi essentiellement des étudiants, ce qu'ils demandent, c'est qu'on leur permette de poursuivre leurs études. Déjà, ils sont presque en pleurs de rater une année, puisque cette année, elle est condamnée pour eux tous. Et quand ils voient leurs amis d'université ukrainiens, auxquels on a offert toutes les conditions possibles pour poursuivre leurs études, ils se posent de nouveau la question de savoir ce qui leur arrive à eux. Retour sur notre plateau au Parlement européen à Bruxelles. Marc Tarabella, ces étudiants africains, ces étudiants congolais, il faut qu'ils puissent rester en Belgique et s'inscrire dans des universités, dans des écoles? Non seulement en Belgique, mais dans tous les pays d'Europe qui accueillent les réfugiés ukrainiens temporairement. Je pense qu'ils fuient la même guerre que les citoyens ukrainiens et donc ils doivent avoir la même protection, temporaire, je le répète. Et malheureusement, ils ne l'ont pas, sauf à quelques exceptions près. L'Espagne a été exemplative à cet égard-là. Mais humainement, c'est quand même des gens qui fuient la guerre. Et donc, effectivement, je ne comprends pas cette réticence. Cécile van der Stappen? Oui, tout à fait, parce que c'est vraiment un investissement. Il faut savoir que quand on décide de quitter son pays pour aller poursuivre des études à des milliers de kilomètres de chez soi, ce n'est pas une décision qu'on prend comme ça à la hâte. Il y a souvent l'aide des familles, l'aide financière des familles. Et quand on arrive en Ukraine, qu'on a fait 5 ans d'études, qu'il nous reste peut-être parfois un semestre pour avoir son diplôme, simplement s'entendre dire comme réponse « mais vous pouvez retourner dans votre pays d'origine », et donc ça veut dire que toutes ces années sont perdues, tout l'investissement financier, tout l'investissement intellectuel, on retourne à la case zéro. Mais je comprends que ces étudiants soient écœurés, donc il faut vraiment leur permettre de poursuivre leur étude et d'avoir le diplôme. Alors, il y a des possibilités aussi, alternatives qu'on peut trouver. Il y a moyen de suivre les cours à distance, il y a moyen quand même de trouver des solutions pour que ces personnes puissent aller au bout de leur diplôme et qu'ils puissent bénéficier de tout l'investissement qu'ils ont donné pendant des années, quoi. Marc Tarabella, on va devoir discuter d'une réforme du pacte de migration et d'asile en Europe. On voit bien que ce projet de pacte, il prévoit essentiellement de renforcer les frontières. Il y a quelques mois encore, on disait qu'on ne construirait jamais des murs anti-migrants en Europe. On voit qu'aujourd'hui, il y a une dizaine de pays au sein des 27 qui réclament de construire des murs. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous effraie ? Oui, je n'étais pas rassuré par le projet de pacte des migrations parce que sous un vocable qui apparaît séduisant, c'était quelque chose de très dangereux et de pervers et probablement qui n'était pas propice à l'accueil de gens qui sont vraiment dans la détresse et qui méritent, selon les conventions de Genève et autres, les conventions internationales, mériteraient un accueil. Et donc, effectivement, la guerre en Ukraine est venue subitement et sans doute change la perspective. Et j'espère qu'il y aura une prise de conscience dans nos populations que quand on fuit la guerre, à un moment, il faut accorder cette protection, même temporaire. Et bon, c'est vrai que c'est le peuple ukrainien qui fait les frais de cette guerre et qui est exemplative aujourd'hui de ce que devrait être l'accueil
et la solidarité européenne, la répartition de l'effort sur l'ensemble des 27 pays. Et on sait qu'il y en a qui sont très réticents à participer à l'effort et qui sont plus propices à quémander l'argent européen pour leur développement interne. Mais là, vous saluez quand même... C'est des pays qui considèrent l'Europe uniquement comme un distributeur d'argent. Ouais. Vous pensez à quoi? Vous pensez à quoi ou à qui? Je pense notamment à la Hongrie et à la Pologne, oui. Je crois qu'il ne faut pas les... Enfin, la Pologne, là, pour le moment, elle accueille près de 2,5 millions de réfugiés. Oui, et il y a quelque temps, elle mettait des barbelés pour ne pas qu'il y ait d'autres migrants qui fouillaient la guerre, qui viennent sur son territoire. Et donc, ils accueillent leurs frères voisins. OK, parce qu'ils sont plus solidaires avec leurs voisins qu'avec d'autres, mais justement, cette mentalité doit quand même évoluer vers un universalisme qui fait en sorte que quand quelqu'un fuit la guerre, peu importe sa race, sa couleur de peau, sa religion, on se doit de l'accueillir dignement. Marc Tarabella, à côté de vous, une enveloppe rouge avec une mauvaise question, une enveloppe verte avec une bonne question. Vous prenez laquelle? Je prends la rouge parce qu'elle est rouge et parce que la mauvaise question, c'est sans doute, je choisis la difficulté. Ah, je vous reconnais bien là. Et vous la lisez à haute voix et sans crainte. Pouvez-vous dire « bienvenue en ukrainien » ? Alors, non. Non. Alors, je vais vous donner la réponse. C'est Lascavo Prossimo. Répétez. Lascavo Prossimo. Lascavo Prossimo. Voilà, exactement. Bravo. Spasiba. Ça, c'est du russe. Vous retiendrez pour la prochaine fois. Merci Marc Tarabella, merci Cécile van der Stappen de vous être arrêté à la Station Europe. Merci à Pascal Simard et à toute l'équipe qui a réalisé cette émission ici au Parlement européen. On fait une petite pause, Pascal, et on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Station Europe.